Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On reprend notre direction, notre chemin en route vers le Ballon d'Or qui est dans 11 jours, ça arrive très vite, lundi 22 septembre. On sera là pour le débriefer au coup de sifflet final entre guillemets. En vrai c'est pas mal parce que ce Ballon d'Or moins leaké dans la presse. Apparemment, Rodri a dit l'autre jour que non, mais il a appris le moment où son nom est sorti de l'enveloppe, genre qu'il savait pas, etc. Et en vrai, même le jour même, tout le monde a été surpris. C'était le grand revirement de situation, etc. Bah, je dois dire que ça met quand même un peu de suspense et de piment sur ce lundi 22 septembre. J'ai presque hâte d'y être. Mais j'avais pas aussi hâte de ce moment-là que de ce moment-ci, que de retrouver Stan, retrouver nos vidéos. Stan, t'as vécu un moment difficile, c'est un moment difficile en ce moment, et on est tous avec toi. Comment ça va ? Ça va, tranquille, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, la paix et la santé, comme j'ai dit à chaque fois, la santé c'est important. Puis oui, effectivement, en ce moment, j'ai un membre très proche de ma famille qui est malade à l'hôpital, hospitalisé, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc même des fois, il y a des infos, je vois passer. Tu vois, par exemple, quand Donnarumma, il a quitté là, moi je pense que j'ai vu l'info genre une semaine après, hein, c'est même pas, moi dans ma tête, pour moi, Chevalier, il était même pas encore arrivé, Donnarumma, il était encore là, c'est-à-dire que j'ai été un peu déboussolé, un peu perdu durant ce mois d'août, mais voilà, par la grâce de Dieu, on continue à prier en espérant que cette personne va se lever très vite, parce qu'on en a besoin, en tout cas dans la famille. Mais bon, c'est des moments, voilà, c'est des moments compliqués qu'on peut vivre. Ça nous teste un peu, ça teste notre résilience et nos croyances. Mais Dieu merci, on est là et ça fait plaisir de reprendre parce que oui, effectivement, la saison elle reprend. Le Ballon d'Or, il arrive. J'ai envie de dire franchement que ça va être une grosse saison. Franchement, ça va être une très grosse saison. Ça va être une très grosse saison, quoi. Ça va être une saison. C'est déjà une grosse saison. C'est déjà parti sur des bases assez extraordinaires. Et cette trêve-là qui est en train de se conclure, qui s'est conclue il y a quelques jours, incroyable. Elle était folle. Elle était folle en Afrique notamment. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de ça. Mais le Cap-Vert incroyable, votre renversement de situation à Kinshasa incroyable, tellement de trucs fous. Même en Amérique du Sud, la Bolivie, des trucs de malade, vraiment dans tous les sens. C'était un régal. Et ce week-end, mec, c'est énorme. Tu sais que tu retrouves Postecoglou, hein. Ça, peut-être l'info, tu l'as raté. Mais c'est Postecoglou en face de toi samedi. Hein. On lui a rien demandé, lui. En fait, lui, il a dit que, je sais pas, lui, il a dit que les deuxièmes saisons, les troisième saisons, je sais pas, en fait. Lui, je m'inquiète déjà. Franchement, je m'inquiète déjà parce que Ange, on le connaît. Ange a fait un travail incroyable à Tottenham quand même, malgré une saison catastrophique. Il a donné à Tottenham un titre qu'ils attendaient depuis très longtemps. Maintenant, à voir ce qu'il va faire à Nottingham Forest, en sachant que Nottingham est une équipe qui a beaucoup évolué, qui a un très bel effectif, qui a gardé la plupart de ses joueurs aussi. Il y en a quelques-uns, je pense, qui sont partis, mais sinon ils ont gardé une belle ossature une belle ossature en tout cas, avec je pense que Gibbs White Gibbs White est resté. Elliot Anderson est en train de tout détruire, même avec l'Angleterre. C'est ça. Chris Wood est encore là, il a repris la saison en démarrant avec un doublé. On va peut-être en parler là aujourd'hui. Justement. Définitivement, Murillo, il est toujours solide défensivement derrière et tout. Ils ont perdu Elanga qui est parti à Newcastle. En tout cas, c'est un début de saison très kiffant. Et nous, on est là pour faire un petit retour sur 2024-2025. Vous le savez, notre série de vidéos, à la fin, on aura notre top 50, 5 par position. Très vite, on conclut avec les ailiers. Mais là, sur la chaîne de Stan, on a fait les 10. C'était un calvaire, les numéros 10, les milieux offensifs. C'était très funky comme vidéo. Et je peux faire une phrase BuzzFeed et dire mon top 1 va vous surprendre. Peut-être que mon top 5 ici présent, des meilleurs numéros 9 de 24-25, va aussi surprendre. Alors, commençons. Vas-y, mettons les deux pieds dans le plat. Tu sais quoi, on y va direct. À la 5e place, et je crois pas que ce soit ton cas, j'ai mis de l'ami Kylian. Pourquoi Mbappé aussi bas dans une saison à 41 buts, toutes compétitions confondues, soulier d'or? Pourquoi mettre Mbappé seulement 5e? N'est-il pas le meilleur avant-centre de la planète? Bon, déjà, sur toute cette vidéo des numéros 9, je trouve que il y a la question statistique qui est vraiment très intéressante. Parce que
on en discutait un petit peu offline, mais l'importance des buts plus passes décisives, c'est toujours un truc en tant qu'analyste ou en tant que personne qui étudie la matière foot qu'on regarde, mais on regarde avec toujours beaucoup de méfiance. On est là genre, on aime bien ces chiffres, mais on sait quand même que le foot c'est complexe. Parfois t'as un but, c'est un tap-in ou un penalty, comme pour beaucoup de numéros 9, et plein d'autres numéros 9 n'ont pas les penalties. Il y a des numéros 9 qui tirent pas les penalties. Ça rapporte potentiellement 10 buts en moins dans leur saison. Est-ce qu'il faut juger ça de manière critique et se dire ils ont marqué 10 buts de moins, mais donc ça c'est un gros truc pour plein de positions aussi. C'est des stats qui sont utilisés parfois. Je vois des tweets ou des analyses ou des articles équipes qui utilisent but plus passe D pour parler de milieux centraux, genre Pedri, pour parler de défenseurs centraux, genre quand Van Dijk, a annoncé vu les ça, hein, nominés du Ballon d'Or, même moi, qui mettent Van Dijk 2 buts, une passe décisive en 24-25. Je sais pas. Il me semble que même les gardiens de but, même ils étaient prêts à dire il a fait une passe D. Ils allaient dire si Ederson était là, ils allaient dire il a fait 4 passes D. Et franchement, pour le coup, pour les gardiens de but, limite passe D, c'est pertinent. Genre c'est sur Ederson, c'est longues ouvertures. Raya quand il a envoyé quelques passes D aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est des stats qu'on manipule avec beaucoup de précaution. C'est ça que je veux dire. On sait pas trop exactement à quel point il faut leur prêter de l'importance, mais avec les 9 quand même, genre les buts pour les 9. Moi j'aime bien parler de passes progressives et de pourcentage de dribbles réussis et de zones infiltrées, etc. Mais quand même, les buts pour les 9, non, ça semble important. Mais en même temps, on est en 2025. Le foot, c'est plus que les buts. Et tu dois juger l'apport d'un numéro 9 par plus que les stats. Et c'est pour ça que je mets Mbappé seulement 5e. Parce qu'à la fin de la fin, et c'est un thème qu'on a tissé tout au long de la saison et tout, c'est pas un truc nouveau. C'est pas le 11 septembre 2025 qu'on apprend ça. Mais en tout cas pour moi, c'est que Mbappé, la saison dernière, malgré son volume de buts énorme, il a plus été partie du problème que de la solution. Il a plus été partie du problème d'un Real Madrid qui perd 4 fois contre le Barça, un Barça plus fonctionnel, qui gagne aucun titre majeur. Alors, si Mbappé était là et qu'il me regardait, il fait « T'es sûr? Pas de titre ?» Si, il y a eu la Supercoupe, il y a eu des trucs, mais il n'y a pas eu les titres majeurs qu'on connaît. Il n'y a pas eu la Champions que le Real Madrid avait gagné, ne serait-ce que la saison précédente, sans Mbappé, avec un Jude en faux neuf, très quartista, et Rossellou sur quelques sorties de banc, etc., qui en vrai marchait mieux. C'était plus fonctionnel. Ok, il y avait Toni Kroos, ok, il y avait d'autres parties, ok, il y a moins de blessures de la ligne de 4 et tout. Le football, c'est dur à juger, il y a beaucoup de parties mouvantes et tout, donc c'est dur de dire juste c'est Mbappé qui est... Mais pour moi, le fait que le Real soit en 8+2 et que sans ballon, ta première ligne de pression soit constamment battue, il y a un problème dans cette équipe. Et peut-être que le problème, c'est que Mbappé, en fait... il vaudrait mieux qu'il y ait un offensif en moins, et peut-être tu gardes Mbappé et juste t'enlèves Vini, ou tu réussis enfin à vendre Rodrigo. Tu fais quelque chose pour construire une ossature plus performante autour de lui, et là peut-être que le 9+1 peut marcher, mais honnêtement, même ça en 2025, j'en suis pas tout à fait convaincu. Moi je pense qu'un attaquant doit faire les efforts sans ballon, au moins un minimum, et tous les autres que je vais citer ici sont des vrais attaquants qui apportent sans ballon. Donc, quand on dit tout ça, même le top 5, allez, comment est-ce que tu mets pas le soulier d'or européen dans ton top 5? C'est évidemment, genre, il faut le considérer, I guess, mais je le mets que 5e. Non, écoute, pour moi, comme j'ai dit, je suis peut-être pas forcément d'accord avec toi sur certains points, parce que je trouve que 5e, c'est un peu bas. Tu finis quand même soulier d'or. Ça, on peut pas le lui enlever. Il finit meilleur buteur européen. C'est le boy qui a claqué le plus de buts. Après, on peut parler du coefficient par rapport à Gyökeres et puis d'autres joueurs. Mais n'empêche. Maintenant, il a eu des moments aussi de brillance. Il a eu des moments assez exceptionnels, notamment ce match face à Manchester City et tout. Comment il a laissé Guardiola sur place. Maintenant, après, globalement parlant, j'ai envie de dire que
c'est vrai que tous les arguments que tu as donnés sont des arguments qui sont comprenables. C'est-à-dire que si je mets de côté un tout petit peu mes émotions et j'essaie d'y aller de manière rationnelle en t'écoutant, en n'étant pas dans la rage carrément, hein, parce qu'il y a certains fans de Mbappé, là, ils vont péter des câbles. Ils vont dire, Wilou, il est fou. Wilou a mis Mbappé. Mais moi, je me considère fan de Mbappé aussi. mais j'aime bien le Mbappé, équipe de France, dans un foot un peu moins structuré, qui peut être un Mbappé ailier, plus que numéro 9. En vrai, genre, je suis toujours pas convaincu qu'un mec qui a, par exemple, qui est premier centile en duel aérien remporté et qui a un jeu de tête quasiment inexistant, je suis pas convaincu que ce soit forcément numéro 9, sa meilleure position, etc. Mais donc moi je me considère pas du tout comme un hater de Mbappé. Il y a 2 ans je crois, j'ai donné une petite conférence à Sciences Po, etc. Et on m'a demandé c'est qui ton joueur préféré. Et j'avais répondu Kylian Mbappé, c'est le joueur qui me procure le plus d'émotions. J'adore ses percées. C'est un mec genre les poils se hérissent quand il est lancé en transition. C'est un mec électrique. Il est un vrai Pelé de l'ère moderne où il semble en avance sur son temps dans ce qui produit. Et même après je vais te laisser continuer sur Mbappé, pardon. Mais quelque chose que j'ai envie d'ajouter sur Mbappé, que pour le coup les gens sous-estiment. Moi j'ai parlé de choses que peut-être les gens surestiment, mais quelque chose que les gens sous-estiment, c'est aussi sa créativité et ce qu'il apporte à ses partenaires autour de lui. On va parler des 31 buts en Liga, Pichichi, première saison Liga, et on va ne pas trop regarder les 3 passes décisives, parce que 3 passes D. Il aurait dû en avoir 9 ou 10, si on regarde les expected assists. Il n'y a aucun joueur en Europe qui a plus sous-performé ses passes décisives par rapport à ses passes décisives attendues. Parce que tout le monde a croqué autour de lui. Et en vrai, normalement, la saison de Mbappé, c'est pas 31 plus 3, c'est 31 plus 9 en Liga. Et peut-être encore un peu plus en Champions. Et ça, par exemple, typiquement, c'est un truc que j'accorde à Mbappé. Je suis ravi qu'il ait ça. Je suis ravi que ce soit un joueur de mon équipe de France. Son début de saison, d'ailleurs, est très bon. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait contre l'Ukraine première mi-temps, où il a fait les efforts. Il a pressé. Mbappé qui presse, Ballon d'Or 3 années d'affilée. Incroyable joueur. Mbappé qui presse pas en 2025 et qui fait aucun effort sans ballon, un peu un problème en vrai pour une équipe qui cherche à gagner la Champions. C'est ça mon raisonnement. Franchement, je suis tout à fait d'accord parce que quand tu vois d'où vient le Real la saison d'avant, où c'est une équipe qui gagne absolument tout, où tu as un Bellingham qui passe son temps à courir, où tu as un Bellingham qui est prolifique, pas au niveau de Kylian Mbappé, mais collectivement parlant, on peut préférer le Real sans Mbappé, donc le Real d'avant, que ce Real-là. Maintenant, lui, il vient d'arriver dans une nouvelle équipe, c'est un leader, automatiquement il arrive, il prend ses marques. J'ai envie de dire que si individuellement parlant, il n'avait pas réussi à faire la saison qu'il avait fait, là, il aurait été automatiquement mis sur le bûcher, tu vois. Les gars, il l'aurait cramé, il l'aurait crucifié, il l'aurait tué. Et il lui aurait absolument rien pardonné. Donc, heureusement pour lui qu'individuellement, il a quand même réussi à aller chercher je sais même plus combien en Liga. C'est 31 buts. 31. Voilà, c'est 31 buts en Liga. Dont 8 pénaltys quand même, mais 31, c'est un très beau total. C'est ça, c'est un beau total pour une première saison. Il va finir Pichichi, il va finir Soulier d'or. Donc, individuellement, il peut être satisfait, lui, de ses performances si on se base que sur cela. Collectivement, c'est compliqué. Tout à l'heure, en off, quand tu parlais de Trae Young, je trouve ça drôle parce que tu disais que Trae Young est un joueur qui, offensivement parlant, est trop fort au basket. Il apporte énormément, mais défensivement, c'est un des pires défenseurs de la ligue, voire peut-être le pire parce que le boy... Pire, ouais. Tu passes devant lui comme du n'importe quoi, tu peux les dribbler comme du n'importe quoi. Il va même pas essayer d'être là et à essayer de faire Tu défends un 4 avec lui. Voilà, il va pas essayer de faire un bloc ou bien quoi que ce soit. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en fait un tout petit peu dans j'ai envie de dire sur Kylian Mbappé, en disant que ouais, malheureusement, défensivement, il n'aide pas autant son équipe. C'est pas un des joueurs qui court, c'est pas un des attaquants en tout cas qui court le plus ou qui presse le plus en Liga, alors que techniquement parlant, c'est un des boys peut-être les plus prolifiques. Donc s'il rajoute ça à sa panoplie de choses qu'il sait faire, automatiquement, ça devient un attaquant. En plus, il court tellement vite que potentiellement ce serait un super joueur de pression. Peut-être qu'il réussirait à sortir sur les défenseurs à une vitesse alarmante. Et on l'a vu un petit peu justement contre l'Ukraine, quand il faisait ses pressions première mi-temps. Mec, t'as peur en vrai. Mbappé arrive sur toi, lancé, et t'es un défenseur et t'as une demi-seconde pour prendre ta décision. Donc ça aussi, c'est un peu frustrant. Peut-être que le potentiel, il est là. Mais après, c'est pour ça que des fois, tu t'inquiètes un peu en te disant... Est-ce que certains joueurs ne sont pas juste au-delà même d'être des... Parce que Mbappé, il a gagné.
il a été champion du monde, il a gagné la Ligue 1 plusieurs fois, meilleur buteur à chaque fois. Lui, depuis qu'il a commencé sa carrière, il n'a pas été meilleur buteur chaque année, lui, en fait. J'ai l'impression que partout, il a été. C'est vrai, mais ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Donc, on peut pas lui enlever ça. Lui, chaque fois depuis qu'il est arrivé à Paris, là, depuis la première ou la deuxième saison qu'il a été meilleur buteur, il n'a jamais ne pas été meilleur buteur dans un championnat où il va. Donc, Mbappé, quand il va dans un groupe, c'est pas le dernier, c'est souvent le premier. C'est bien. Mais est-ce que ça en fait pas aussi un stat merchant, un peu comme ils disent, tu vois? Donc, un mec qui cherche plus les statistiques individuelles que finalement, qui est au service de son collectif. La dernière fois, ton truc de Trae Young là, ça m'a rappelé quelque chose. Tu sais, les assists over the backboard ne sont plus considérés comme des assists. C'est pas considéré comme un assist. Donc du coup, si le joueur de basket il arrive et qu'il met le ballon contre le panneau et qu'il y a son autre gars qui vient mettre un alley-oop, c'est pas considéré comme un assist. Et il y a Trae Young qui va sur Twitter et qui tweet en disant c'est dommage que les gars ne considèrent plus les over the backboard comme étant des assists. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de le faire. Et dans les commentaires, les gens étaient fâchés. Dans les commentaires, ils étaient en mode genre, ah ouais, il y a que les statistiques qui t'intéressent. Alors ouais, le basket et la NBA et le stat padding, tu vois, ça c'est une sacrée histoire. Il y a Westbrook que les stats qui donnait que des passes à la fin pour avoir son triple double. Ouais, ils ont un vrai problème là-dessus. Ouais, et c'est un peu dommage parce que t'as une partie des gens qui sont en mode genre, mais ça fait partie de la beauté du basket. Ça fait partie du flow du basket. Ouais. De venir d'éliminer le gars, de voir ton gars par des yeux en arrière en disant le mec il arrive longtemps, il arrive de loin, de foutre un ballon sur le backboard pour que le gars il vienne te mettre le alley-oop du siècle. Malheureusement, c'est beau que pour les highlights, mais à la fin, t'auras pas ton assist. Donc, je pense qu'il y a un peu cette mentalité-là des fois dans le football aussi, où il y a des gars qui... C'est-à-dire que si ça se jouait à 1, ils seraient définitivement les meilleurs. Exactement. Mais ça se joue pas à 1, ça se joue à 11. Donc oui, Mbappé doit s'améliorer certaines choses. Dans des contextes où tu dois créer une équipe et une performance, une structure collective hyper forte, qui est le contexte du foot de club, qui est peut-être moins le contexte du foot de sélection. Bon, maintenant, il y a l'Espagne, donc peut-être que si. Et maintenant, il va falloir avoir une équipe, vraiment une équipe dominatrice pour gagner les grands titres à cause de l'Espagne. Mais c'est peut-être pour ça qu'avant, Mbappé, c'est plus un joueur d'équipe de France. Peut-être les grands moments viendront toujours de l'équipe de France, où de toute manière, les sélections nationales pressent moins, on attend moins de pression, il y a moins de qualité de build-up, il y a moins une équipe forte. Et du coup, c'est plus un sport d'individualité, et là-dedans il a énormément brillé. Bon, ça c'est un autre débat. Le truc, je pense, qui est important de souligner, c'est sur quoi est-ce qu'on est en train de juger. Et si on est en train de juger sur la pure performance individuelle, isolée, séparée du reste du monde, ok, bien sûr, le soulier d'or européen, bien sûr qu'il est top 5 ballon d'or, il est peut-être top 1 ballon d'or, c'est le mec qui a le plus marqué de buts, ok. Mais nous, ce qu'on est en train de juger, je pense, dans notre série de vidéos, c'est à quel point tu as contribué à la performance collective de ton équipe. Marquer des buts et avoir des grandes stats, c'en est une partie, oui, sûr et certain, mais c'est pas tout. C'est pas tout et ça reste une partie. Sinon, on pourrait considérer que Van Dijk, Pedri, qui ont moins de 10 buts passe D ou qui ont pas genre ces stats-là, bah, sont des joueurs moins importants dans ton équipe que Victor Gyökeres, que Chris Wood, que machin, etc. Et bien sûr, on sait que c'est pas la réalité. La dimension collective est très très complexe du foot en 2025. Il faut apporter beaucoup de choses à ton équipe. Et si tu es très très fort dans certaines catégories, mais très 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 bas dans d'autres, genre je pense effectivement que Mbappé est une forme de Trae Young du foot. Top 0,01% des avant-centres, bottom 0,01% des défenseurs. En vrai, c'est problématique. En vrai, ce différentiel, il est très problématique. Quelque part, c'est un truc que j'ai aussi souligné sur un autre joueur du Real Madrid, désormais, Alexander Arnold, qu'avec ballon, j'aimerais toujours avoir Alexander Arnold avec le ballon dans les pieds dans mon équipe. Si je peux avoir Alexander Arnold dans mes 40 premiers mètres, ballon au pied, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouf. Par contre, dès qu'on l'a plus, et qu'il faut couvrir les espaces en transition, qu'il faut être bien positionné sur la ligne de 4, pas mettre les gars hors jeu, qu'il faut être switched on, connecté, qu'il faut pas perdre tes duels 1 contre 1. Ouf, là je m'inquiète un petit peu plus. C'est pour ça que je pensais que c'était une recrue un peu douteuse pour le Real de Xabi Alonso. Et pour Mbappé, genre c'est pas à ce niveau-là, je serais très content d'avoir Mbappé dans mon équipe, mais si il ajoute pas la pression, s'il ajoute pas plus d'activité défensive,
ce Real Madrid, je ne sais pas s'ils peuvent regagner la Champions avec lui dans cette configuration-là. Et je ne sais pas si Mbappé peut gagner la Champions tout court. Il n'en a toujours pas. On a parlé d'un joueur qui gagne, un joueur qui... Non, c'est pas un joueur qui gagne. Il a gagné la Ligue 1 et il gagne certaines compétitions ici et là. La Coupe du Monde dans un autre sport presque, de foot de nation. Mais la Champions, il n'y en a toujours pas pour Mbappé. Et c'est que sa première année au Real, etc. L'année où il part, le PSG gagne la Champions. L'année où il arrive, le Real Madrid perd la Champions. Donc la Champions, c'est le référentiel d'à quel point ta structure est performante. C'est le référentiel clé aussi pour le Ballon d'Or et notre catégorie de vidéo. Malgré ça, je le mets quand même dans le top 5. Je considère que c'est suffisant. Parce que pour moi, les mecs que j'ai mis au-dessus ont plus contribué à élever leur équipe, véritablement élever leur équipe, et pas simplement s'élever soi-même. Yeah, je suis d'accord avec toi. En fait, j'étais en train de rigoler dans ma tête parce que je me suis dit, tu vois, moi, à la 5e place, j'ai mis Julián Alvarez. Maintenant, je réfléchis et je me dis, Julián Alvarez, c'est le Cholismo, c'est l'Atlético, c'est une saison à quoi, je pense... 29 buts, toutes 29 buts, toutes compétitions confondues, 17 ans Liga, très bon tireur de coups francs, très bon attaquant dans une équipe qui est pas forcément l'équipe qui joue, ça leur arrive, l'Atlético quand même, la saison passée, ça leur est arrivé face à certains adversaires en Liga de jouer un football très offensif, très intéressant. Mais globalement parlant, des fois l'Atlético, quand ils sont face à un adversaire de leur taille, ils ont l'habitude de plutôt se recroqueviller sur eux-mêmes et de défendre. Donc du coup, j'ai regardé ça et c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir et j'étais comme tu vois, Alvarez est sûrement un attaquant peut-être plus équilibré dans ta vision du football que tu as aujourd'hui par rapport à Kylian Mbappé que Kylian Mbappé. Et donc du coup, ce que tu disais tout à l'heure avec Trent Alexander-Arnold a poussé ma réflexion en me disant mais attends, si au football, on jouait finalement comme au football américain, Kylian Mbappé, il sort à chaque occasion défensive, en fait. C'est-à-dire, il y a un line-up offensif et il y a un line-up défensif, en fait. Et il y a des joueurs qui sont capables de jouer dans les deux line-up aujourd'hui dans le monde du football. Et je pense que Julián Alvarez en fait partie. Il fait partie de ces attaquants-là qui peuvent jouer dans le line-up offensif et dans le line-up défensif. Et donc, du coup, si on était au football américain, à la minute où tu perds le ballon, il y a changement. Il y a time-out, en fait. Il y a time-out. Mbappé, il doit sortir. Mbappé, il doit sortir parce que tu sais que là, pendant si la possession elle dure 2 minutes, tu sais que pendant les 2 prochaines minutes, tu vas jouer à 9 contre 11 ou tu vas jouer peut-être c'est sûr que si tu peux remplacer Mbappé par Dembélé quand tu passes sur la face sans ballon, c'est pas mal. Ça règle le problème définitivement, tu vois. Donc, c'est vrai que tout ça là doit pousser ces joueurs-là à aller chercher mieux et à aller essayer d'être un peu plus complet. Et lui-même, il a dit, le football, il a changé. Aujourd'hui, en tant qu'attaquant, on va te juger défensivement. C'est important. Je suis désolé. Moi, à Arsenal, j'ai Kai Havertz, j'ai Martin Odegaard, j'ai des gars qui lancent le pressing dès le début. Au Paris Saint-Germain, on l'a vu avec un boy comme Ousmane Dembélé. Donc, ouais, effectivement. Donc du coup, moi, je mets Alvarez à la 5e place pour une belle saison à l'Atlético Madrid, pour le fait d'avoir été un attaquant complet. Malheureusement, oui, on va se rappeler de ce match-là, ce 8e de finale face au Real Madrid, où ce penalty est doublement frappé et tout. Mais on oubliera aussi qu'il a marqué un très beau but dans ce 8e de finale-là, qu'il a été tout simplement incroyable. Gros transfert à l'Atlético pour 90 millions dans une équipe qui n'est pas forcément l'équipe la plus joueuse, mais qui a réussi à se transcender, à faire des choses magnifiques. Franchement, c'est un très bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup, Julián Alvarez. Encore une fois, je le redis, dans un Barça qui a un Lewandowski vieillant et un Ferran Torres qui de temps en temps est un Ferran Torres. De temps en temps, on peut enlever le Tokar, mais most of the time, le Tokar va rester. Dans une équipe comme ça du Barça, j'ai envie de dire qu'un Julián Alvarez, pour moi, serait un profil parfait, un mix parfait entre un joueur qui est capable de créer le jeu comme Antoine Griezmann, mais aussi un très bon finisseur comme Sergio Agüero. Donc, ouais, le Glock Julián Alvarez à la 5e place. Ouais, je lise complémentaire pour moi, extraordinaire avant-centre, il a absolument tout, t'as parlé des coups francs, il a la pression, il a la qualité de combinaison, il est vraiment le mec, le hub offensif autour duquel l'Atlético peut construire son avenir, et ils sont peut-être en train de prendre cette direction quand tu vois leur mercato, quand tu vois leur début de saison moins. La seule raison pour laquelle je l'ai pas inclus dans mon top 5, c'est que son plus gros accomplissement finalement sur la saison, c'est d'avoir changé la règle du penalty. L'IFAB, effectivement, début juin, a vu ce penalty, a fait ok, bon, là on a merdé. On va rectifier les choses. Et effectivement, si le penalty est frappé en 2 temps de manière involontaire et qui rentre, comme c'était le cas de celui d'Alvarez au tir au but, même si en vrai c'était même pas si clair que ça avait touché 2 fois. Bref, mais si ça arrive, désormais c'est à retirer, c'est pas annulé. C'est un penalty raté que s'il est raté.
Mais donc là, il y a eu un changement de règle post-Julián Alvarez. Pour moi, c'est presque le moment de lumière de 24-25 pour lui. En revanche, 29 buts TCC, comme on a dit. Incroyable joueur. L'araignée, tous les jours. L'araignée, le Glock, tous les jours, je le prends dans mon équipe. Je mets à la 4e place. Je mets mon ami Robert. Alors, Lewandowski, intéressant. Si on commence par les stats brutes, 38 buts, toutes compétitions confondues, donc ça le met à la même hauteur à peu près que Mbappé, qui a 41 TCC, Lewandowski c'est 38, Kane c'est 41. Disons, les attaquants prolifiques de notre ère, voilà, sont représentés par à peu près 40 buts. Lewandowski a 36 ans. Moi, ce que j'ai vu dans sa saison, c'est he's still got it. Il a toujours quelque chose de spécial. Et je l'ai vu dans beaucoup de choses, mais je l'ai vu par exemple, un des matchs pour moi clés de la saison du Barça, qui gagne le titre de champion. Et ils ont été tellement forts qu'on peut s'imaginer, peut-être dans quelques années, on se dira « Ah ouais, ce Barça, première année de Flick, incroyable, ils gagnent les 3 titres domestiques, gagnent la Copa del Rey, gagnent la Supercopa, ils ont roulé sur l'Espagne, etc. » En vrai, la course au titre, elle s'est jouée à pas tant de points que ça, et c'était une course à 3. Et l'Atlético était pas loin pendant longtemps, c'était un vrai duel, et ce match Atleti-Barça au Metropolitano, où l'Atlético, c'est vers le milieu de saison, est en train de mener 2-0 à l'heure de jeu, peut-être c'est un match qui change la dynamique. Le Barça était à un moment en train de vivre une période avec moins de victoires, un léger trou d'air, et à 2-0, heure de jeu, Lewandowski marque le 2-1 d'un but sublime, un but vintage Lewandowski, contrôle orienté, poitrine sur une passe de Martinez, entrée de surface, finition pied gauche en tombant, il la met parfaitement dans l'angle, incroyable but. Et je me souviens d'avoir vu ça, je fais waouh, c'était un but de la réaction, je crois. Le Barça venait d'encaisser le 2-0, il réplique immédiatement avec ça, et je fais ah ouais, en fait Lewandowski, ok, il a raté quelques occasions dans la saison, il a légèrement sous-performé ses XG, il y a eu des moments un peu où il a raté ça, Lewandowski, incroyable, mais est-ce qu'on a encore un vrai Lewandowski devant nous? J'ai vu ça, je fais ah ouais, en fait le niveau plafond de Lewandowski, il est encore là, et ce que j'aimais dans la saison de Lewandowski, c'est qu'au-delà des 40 buts, etc., c'est qu'il s'est adapté au style Flick à une vitesse. J'ai trouvé ça impressionnant, que ce soit sans ballon ou il n'a pas été un monstre de pression, mais il a été là. Le Barça n'a pas défendu à 9 joueurs de champ avec lui. Le Barça a défendu à 10 joueurs de champ. Et pour que cette dernière ligne, dans le dos, elle n'ait pas trop de hors-jeu à créer, même si elle en a créé pas mal, il fallait que la première ligne fasse bien les efforts. Et Lewandowski s'est pas caché. Lewandowski n'a pas été un trou dans la pression du Barça. Il a fait les déplacements qu'il a fallu. Il a couvert les lignes de passe. Il a fait les courses anglais. Il a fait son travail sans ballon. Il a fait son travail sans ballon sur les corners, où il est le mec au premier poteau, qui les sort, etc. Il s'est battu. C'est un mec qui se bat. Et en plus, il a eu toute la qualité de déviation qui a donné énormément de verticalité au Barça. Et ce Barça Flick, c'était le Barça qui, dans la profondeur, envoyait Rafinha, envoyait Yamal, le but du 3-0 peut-être contre le Real Madrid, où Yamal la met, il sort le putter de golf et il la met parfaitement petit filet, la glisse, un tir assez faible, pied gauche, en entrant dans la surface. Ça vient d'une top déviation de Lewandowski. Beaucoup de buts sont venus de déviations très fines de Lewandowski, parfois même acrobatiques, un peu aile de pigeon. Il a un jeu très complet, c'est ce que je veux dire, et un attaquant très complet, qui fait le triplé domestique, qui bat le Real Madrid 4 fois sur 4, qui marque 40 buts, et, je vais dire un truc, il a joué seulement 30 minutes de la demi-finale de Champions contre l'Inter, les 30 dernières minutes du retour, parce qu'il était blessé, et ça peut être vu comme, il lui manque ce grand moment de lumière pour envoyer le Barça en finale, etc., mais alors, je sais que c'est un ballon d'or que t'as pas aimé en 2003, quand Pavel Nedved remporte le ballon d'or devant Thierry Henry. Pavel Nedved fait une saison incroyable. Il est suspendu pour la finale. Et malgré le fait que la Juve perd cette finale de Champions, il est élu ballon d'or parce qu'il y a le truc. Putain, si on avait eu Nedved, ce 0-0, c'est la pire finale de l'histoire de la Ligue des Champions, ça. Le Juve Milan. Le duel de gardiens, Dida Buffon, Maldini Nesta, incroyable, etc. S'il y avait eu Nedved,
on aurait gagné la Champions, ce que beaucoup de Juventini continuent de se dire aujourd'hui, etc. Et il est devenu une forme de figure un peu héroïque, martyr, de si seulement on avait eu Nedved. Et moi, je me dis qu'au Barça, peut-être s'ils avaient eu Lewandowski sur ce match, il manquait pas mal de joueurs du Barça sur cette demi-finale contre l'Inter, Baldé aussi, peut-être un autre aussi. Mais si on avait eu Lewandowski, peut-être que les supporters du Barça se disent ça. Donc, c'est dur de juger. On n'a pas eu la matière, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait floppé totalement, qu'il aurait raté ces 2 matchs. Mais vu la saison de Lewandowski, je suis pas sûr. Et en tout cas, pour moi, son exercice, déjà, ce qu'il a contribué à ce Barça fliquien, qui a été peut-être la 2e meilleure équipe d'Europe ou top 3 des meilleures équipes d'Europe cette saison-là, et qui gagne tout en Espagne, qui rafle tout en Espagne. Ouais, pour moi, je le mets top 5 et je le mets donc 4e place. Il y avait Jules Koundé aussi qui était pas là. Oui. Des fois, quand tu y repenses en rétrospective, tu te dis que peut-être qu'ils arrivent avec Baldé, Koundé, Lewandowski, tout le monde enfant, ils tapent l'Inter. Ils avaient quoi, Eric Garcia, Gérard Martin. Oui, Gérard Martin, Eric Garcia, machin. Normalement, ils tapent l'Inter. Hein. Je pense qu'ils peuvent taper l'Inter, hein, tu vois. Si Araujo il fait pas le fou là en fin de rencontre, machin. Donc, ouais, c'est sûr que c'est dommage. Moi, je pense qu'avec Lewandowski, mon plus gros regret dans la carrière de Lewandowski, aujourd'hui à 36 ans, parce qu'il est en train de le montrer encore une fois, c'est un grand attaquant et il marque des buts, on peut compter sur lui. Il arrive au Barça en fin de cycle, en fait. Hein. Il arrive en fin de cycle déjà au Barça. On se demande est-ce qu'il est capable d'amener des choses au Barça et pourtant il les a amenées parce que le gars, il est prolifique. Le seul regret qu'il y a à avoir, c'est le fait qu'il ait jamais gagné ce ballon d'or là, période Covid, et qu'il s'est pas fait de cérémonie. Moi, franchement, il y a... Dans nos cœurs, il l'a gagné. Non, parce que franchement, quand je repense, je me dis quand même, ballon d'or du peuple là, il s'est débrouillé, l'autre bandit Benzema, il s'est débrouillé pour récupérer son ballon d'or. Non, Lewandowski méritait son ballon d'or, quoi. Franchement, c'est-à-dire qu'il y a des trucs là. C'est un scandale que ça a été annulé, hein. Encore aujourd'hui, désolé, mais pourquoi ça a été annulé, on sait toujours pas. Hein. Je sais même pas pourquoi. La saison, elle a continué. Vraiment. Tout a continué. Maintenant, le ballon d'or, on l'annule, ok. On a fait la Ligue des Champions, on a fait le Final 8 à Lisbonne. Il y avait aucune raison, en fait, qu'on puisse pas. Aucune raison, mec. Aucune raison. Vraiment, je comprends pas. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Ils lui ont donné un genre de plateau de tennisman là. Il a pas gagné Roland Garros, le frérot. Il a pas gagné. Le saladier d'or. On l'a pas respecté. Donc moi, c'est mon seul regret, tu vois, dans la carrière de Robert Lewandowski. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, une top saison l'année passée. C'est dommage qu'il ait pas pu performer en fin de saison à cause des blessures. C'est peut-être aussi le poids de l'âge qui ressort un peu, mais il est très fort. Il est très fort, très complet. À 36 ans, sacrée saison qu'il a tapé. Il sait tout faire. Tu l'as toi-même dit. Il sait jouer de la tête. Robert Lewandowski, il est grand, il a l'air massif et pourtant il est léger. Il est très très léger sur un terrain. Il est comment on appelle ça? Il est c'est quoi le mot en français encore là quand t'es capable de faire le grand écart. C'est-à-dire c'est j'ai oublié. Il y a flexible. Voilà, c'est ça. Il est très flexible comme joueur de absolument. football. Très élégant. C'est ça. Très classe, très élégant, très flexible. Donc ouais, Robert Lewandowski à la 4e place. Moi, ça me choque pas. Je l'ai pas mis dans mon top 5. J'ai préféré mettre Harry Kane à cette 4e place là. Encore une fois pour la saison qu'il a fait parce que je suis d'accord par rapport à ce que tu me dis sur Kylian Mbappé, je suis d'accord par rapport à ce que tu me dis sur Robert Lewandowski par exemple. J'ai envie de dire c'est peut-être des choses qui s'appliquent un peu moins à Harry Kane. Il a pas eu ces moments incroyables où on attendait le Bayern en Ligue des Champions, tout ça, bon face à l'Inter. En championnat, il a gagné enfin son premier titre. L'année d'avant, il n'avait pas gagné. Là, il a enfin gagné son premier titre. Donc là, Bouli, ça c'est bien d'avoir gagné le championnat. Mais au-delà de ça, Harry Kane, c'est juste un buteur prolifique. En fait, c'est un mec qui a jamais eu de temps faible. En fait, j'ai l'impression dans sa carrière, il y a rarement eu de temps faible. Harry Kane, c'est au-dessus de 25, 26, 27 buts, 30 buts saison constamment. Première année en Bundesliga, première année en Allemagne, toute compétition confondue, 44. Deuxième année en Allemagne, toute compétition confondue, 41. Là, on n'a même pas encore commencé la saison 2025-2026. Il a déjà 9 buts. Je pense que Harry Kane, dans un an qu'on va faire la même vidéo, il sera là en fait dans les meilleurs 9 parce que c'est ce genre de joueur là en fait. C'est un buteur né, c'est un tueur, moi Harry Kane, je l'aime bien parce que c'est l'attaquant académique. Tu vois, moi c'est le genre d'attaquant, tu sens que lui, il a appris le football à l'école de foot, tu vois. Je sais pas, tu sens que lui le football, il a appris d'abord en théorie et après il est passé à la pratique. Tu sais, il y a des mecs, tu sens que le foot est juste tombé sur eux, ils sont talentueux, ils font des affaires. Harry Kane, lui, tu sens que c'est vraiment de la théorie qu'il a mise à la pratique. Son positionnement, son intelligence, sa capacité de jouer de la tête, ses frappes
sa technique de frappe tout simplement incroyable. Il tire bien les penalties. Franchement, on peut compter sur lui. Donc ouais, moi, si je devais faire mon top 5 des meilleurs attaquants de la saison passée, je mets Harry Kane dans mon top 5 et je pense pas que ce soit volé. 41 buts plus 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, sont pas mal les stats, 55 contributions décisives, 11 buts en Champions, même s'il y a quelques pénaltys et 4 buts contre le Dynamo Zagreb sur le premier match 9-2. Ouais, c'est Harry Kane en fait. Genre. Et moi, avec Kane, j'ai hâte de voir le documentaire parce que l'histoire de sa carrière, le mec, à un moment, il jouait en 3e ou 4e division. Hein. Leyton Orient, Millwall, machin, genre tous les prêts qu'il a fait avant que Pochettino le fasse percer. Et c'était une des grandes réussites de l'ère Pochettino, c'était d'avoir amené ces jeunes et notamment Harry Kane. Il y a des mecs comme ça, ils viennent de loin, ils n'étaient pas forcément programmés pour être à ce niveau-là, et il devient capitaine de l'Angleterre, joueur le plus important de l'histoire moderne de l'Angleterre, un peu comme Di Lorenzo de Naples, latéral droit qui il a commencé en série D, 4e division, 3e division, monter les échelons jusqu'à être le capitaine de Naples, à soulever des titres, etc. Il y a des histoires comme ça qui sont vraiment extraordinaires et je trouve que c'est intéressant de contraster parce qu'on a des histoires de prodiges, de Mozart, de mecs qui, dès l'âge de 10 ans, sont programmés pour être les futurs superstars. Quoi. Je pense que tu vois Mbappé à 10 ans, tu vois Lamine Yamal à 10 ans. T'as aucun doute que sa carrière, elle va pas démarrer en 4e division. Hein. Elle va pas démarrer à Leyton Orient ou à t'as raison. À Châteauroux ou à la réserve d'Elche ou je sais pas quel club de 4e division espagnole. Tu sais que ça va démarrer tout de suite au très haut niveau, qu'il va y avoir des apparitions en Champions à 16 ans, à 17 ans, etc. C'est Max Doman, c'est Nwaneri, c'est tout ce que tu veux. Il y en a d'autres. C'est la direction qu'ils ont donnée à leur carrière. Et Harry Kane, incroyable. Je pense que là-dedans, tu construis de la résilience, tu construis un bagage complet. Tu es obligé d'être un joueur complet parce que tu peux pas reposer uniquement sur ton talent brut. Tu es forcément un monstre de travail. Et quand tu es un monstre de travail, quand tu as cette trajectoire-là, tu es obligé d'être un monstre de travail. Quand tu es un monstre de travail, tu bosses sur tes points faibles. Quels sont les points faibles d'Harry Kane ? Qu'est-ce qu'Harry Kane ne sait pas faire ? Il a les 2 pieds, il a tout. Il a absolument tout. Ce qui lui a manqué jusque-là, c'était la gagne. C'était le fait d'aller chercher le trophée. C'est que la Bundesliga. Donc c'est pas la Champions. Peut-être cette année. Peut-être la Coupe du Monde. L'Angleterre, là, de Tuchel, la gifle qu'ils ont mis à la Serbie. Elliot Anderson, machin. Peut-être ils ont trouvé quelque chose. Attention à la deuxième partie de la carrière d'Harry Kane. Le Harry Kane allemand. Le Harry Kane de 32 ans. Le Kaiser Kane. Le Kaiser Kane, exactement. Super. Citizen Kane devient Kaiser Kane. Parce qu'il peut durer un moment, je pense, avec ce style. Il peut durer un moment. Et après, il deviendra kicker en NFL aussi, comme il a envie. Et ça marchera très bien. Normal. Tout ça pour dire qu'au début, j'avais pas Kane dans mon top 5. Et à la fin de la fin... Tu vas faire un 5 combiné comme d'habitude. Il va nous faire non. Harry Mbappé. Il va faire Harry Mbappé en 5e place. Non, je suis obligé de... C'est dur parce qu'il manque la grande performance en Champions pour moi. Ouais, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Ouais. Même le quart de finale contre l'Inter, il n'est pas irréprochable. Il marque un but important, mais il rate une grosse occasion à l'Allianz Arena qui aurait pu permettre au Bayern de vraiment, je trouve, prendre le dessus sur cette confrontation. Confrontation qui était 50-50, qui était la pièce de monnaie qui va en l'air, elle peut atterrir des deux côtés. Et le Bayern aurait pu, je pense, imprimer sa patte sur cette double confrontation. Kane, du coup, il y a ce petit manque. Mais c'est vraiment dur de ne pas le mettre dans le top 5. Honnêtement, si là, je devais refaire mon top 5, peut-être que j'enlève un de ceux... J'ai 2 options. Soit j'enlève un de ceux qui va venir, et je peux l'entendre, mais j'ai du mal à le faire. Non, il faut accepter, Rek. Il faut accepter. Soit j'enlève Mbappé,
et je mets Kane à la place et je sors même Mbappé du top 5 Non, avec tout ce que j'ai dit. non, Willou, toi, tu veux qu'on t'enlève ton passeport? Tu veux une déchéance de nationalité? En fait, je pense pas que je puisse enlever Mbappé pour mettre Kane parce qu'il manque un moment de lumière à Kane que Mbappé, à la rigueur, a contre Manchester City, le triplé, Mais même si ça intervient tôt dans la saison. Hein, même les classicos, Mbappé, il vient, il claque ça dépend desquels. Bah, il y a celui, il a mis 2 buts, là, où il mène 2-0. Non, 3 buts même. 3 buts, c'est ça, à la fin de saison. 3 buts, le miskin, il perd le classico. Un triplé et le Real perd 4-3. Mais tu sais, il y a aussi un classico où il a mis un no-nuplé de hors-jeu. Hein. Oui, ça, c'est le premier. C'est le premier. Donc, oui. Et puis, il y a aussi un match que le Real Madrid, il me semble, perd 4-0 contre son ancien club, qui a souligné toute la différence structurelle entre les deux constructions d'effectifs et les deux approches tactiques. Mais bon, ça, c'est... Revenons pas sur Mbappé, mec. Me relance pas sur un mec qui est, dans l'absolu, un de mes joueurs préférés de l'ère moderne. Hein. Je kiffe le Kicks. Il va peut-être nous ramener à la gloire dans quelques mois. Fingers crossed. Mais bref, tout ça pour dire, Kane... pour l'accomplissement du Barça et le fait que le Barça soit monté si haut cette saison et Lewandowski a tellement pesé dedans, je peux pas mettre Kane au-dessus de Lewandowski. Ok, je vais te poser la question. Est-ce que t'enlèves, en fait même j'imagine que t'as pas mis Marcus Thuram dans ton top 5 ? Non, Thuram il est pas dans mon top 5, il est dans ma liste complémentaire. Ok, parce que moi pour l'instant c'est mon 3e. Et c'est un peu l'inverse presque de Kane dans le sens où les stats avec Marcus Thuram, c'est pas du tout la même chose. Ok, c'est 14 buts en Serie A, 7 passes décisives aussi, 21 contributions en Serie A, c'est 4 buts en Champions, 2 passes décisives. Mais tu vois, Marcus Thuram, je trouve typique, je pense les chiffres disent pas son importance sur la saison de l'Inter. Il a été un maillon tellement essentiel de cet Inter finaliste de LDC et qui était une équipe extrêmement séduisante avant la finale. Avant la finale, évidemment, toujours le truc qu'on doit dire avant cette finale catastrophique. Mais avant ça, c'était une équipe tellement forte, impressionnante. Et pour le coup, Marcus Thuram, tu vois, Kane a fait une saison monumentale, etc., de stats, de volume, de qualité dans tous les registres, etc. Mais il lui manque un peu des moments de lumière. Marcus Thuram, il fait un très bon quart de finale aller-retour contre le Bayern, qui l'élimine. Enfin, pas lui tout seul, mais que l'Inter élimine le Bayern, et la demi-finale contre le Barça, notamment la demi-finale retour, mais même la demi-finale aller, où il envoie au bout d'1 minute de jeu est décisif au match aller, et match retour, taf Gérard Martin pendant toute la rencontre, fait 120 minutes de haute volée, où en tout cas il est physiquement, le Barça trouve jamais la solution face à lui. J'ai trouvé Marcus Thuram tellement important dans ce parcours de Champions, que en vrai, s'il y en a un que je sors, ça va être lui, parce que I guess que... Bon, après, j'ai pas vu tous les matchs de l'Inter en Serie A, donc, mais sur les moments de lumière, j'ai des... Enfin, qu'est-ce que tu penses de Marcus Thuram ? Aide-moi un peu sur Non, moi, sur Thuram, franchement, moi, j'ai envie de te dire... Déjà, il a grave évolué. Tu vois, il a grave évolué dans son style de jeu, dans sa confiance sur le terrain. Ce match face au Barça, c'est un match référence pour Marcus Thuram quand même. La manière à laquelle il va la passe décisive qu'il fait au boy qui vient marquer à l'autre, au défenseur à Serbie. C'est à Serbie non qui vient claquer devant Araujo. C'est pas cette action-là où il va sur le côté, il fait dribble. C'est Thuram qui donne la passe dès là-dessus ? Hein ? C'est Marcus Thuram qui donne la passe D sur ce but-là ? Il me semble en tout cas c'est lui qui crée le bordel sur le côté de Gérard Martin, et puis après il y a la passe qui arrive. Ça c'est pour le but de Fratesi en prolongation, okay, c'est le but de... où il déménage tout le monde. C'est le but de Fratesi. Donc c'est sur ce but-là de Fratesi, il a tout simplement été incroyable en fait dans ce match-là. Ouais, c'était Dumfries qui donne la passe décisive pour Acerbi. Acerbi, ok. Donc c'est Thuram. Sur le 3-3. Donc c'est Thuram, c'est l'autre. Donc Thuram c'est le 4-3. Il donne pas la passe décisive, c'est Taremi qui donne la passe parce qu'il fait la petite déviation, mais c'est Thuram qui dribble deux mecs, qui bulldoze tout le monde dans la surface de réparation et qui est l'homme clé de cette action. Donc oui, il a eu ces moments vraiment clés dans la saison, et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, des moments à la fin, donc les moments dont on s'en rappelle, tu vois, donc c'est pas c'est pas à un moment donné en décembre qu'il était pertinent, non, il a été pertinent au mois de mai dans le clutch time.
Donc, ouais, Marcus Thuram, pour moi, c'est cette évolution d'attaquant-là. C'est un attaquant complet. Moi, c'est un boy que j'aime beaucoup. Franchement, j'apprécie énormément. Je pense qu'un Marcus Thuram, aujourd'hui, c'est un joueur qui s'adapterait en plus très, très bien au championnat anglais. Tu vois, par exemple, si tu sortais de l'Italie aujourd'hui et que pour un gros transfert record, il y a dans le mercato prochain, après une belle Coupe du Monde, il y a des clubs qui sont intéressés. C'est sûr et certain qu'il pourrait s'adapter sans aucun problème. Il est complet physiquement, donc tu peux compter sur lui en tant que pivot. Tu peux compter sur lui sur le côté aussi. Tu vois, ce qui est très rare aussi pour des boys de son gabarit. Il a cette capacité un tout petit peu cette capacité d'élimination assez simple, tu vois, sur le côté. Donc, pour moi, Thuram, la saison passée, c'est pas... En fait, tu vois, moi, par exemple, tu le mets dans le top 3, je trouve que peut-être que tu as senti quelque chose que moi, j'ai pas senti. Tu le mets dans le top 5, moi, ça me choque pas. Tu vois, pour moi, Thuram, il aurait pu rentrer ici. Genre, pour moi, tu vois, j'aurais mis Thuram, Alvarez, Guirassy, je sais pas moi, genre Marmoush. Non. Si. Franchement, je dis. Non, mais parce que c'est des mecs qui, je me dis, ils sont forts. C'est des attaquants, c'est des buteurs. Maintenant, après, ça dépend de ce que tu as accompli individuellement. C'est pas comme si les gars de l'Inter en Serie A, malheureusement, ils ont pas été champions. À la fin, ils ont tout perdu, l'Inter, en fait, tu vois. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas les trophées au bout. C'est ça qui a été un peu dommage. Mais du coup, c'est ça, parce que si tu gagnes le Scudetto, peut-être que là, on n'est pas là en train de discuter. C'est sûr, ça rend la décision plus facile. Mais est-ce qu'on valorise plus un titre de Bundesliga avec le Bayern que une finale de Champions avec l'Inter? C'est plus que moi, je valorise plus le mec que je sais que chaque année, il met 30 buts et plus. Ouais, mais là, c'est la saison 24-25 qu'on analyse. Mais même sur la saison 24-25, je me dis, moi, c'est là où moi je m'arrête calmement. Je me dis, Harry Kane, lui, dans tous les cas de figure, là, j'ai dit que là, on a commencé 25-26, il a déjà 9 buts. Tu penses qu'il va pas finir à 40, lui? C'est un fou! En fait, c'est que t'as des mecs, en fait, ils ont ce truc-là dans leur ADN. Marcus Thuram peut jouer. Marcus Thuram, c'est un boy qui est un peu trop, peut-être, polyvalent sur un terrain de football. Peut-être qu'il a pas encore... Mais c'est bien, ça, non? Oui, c'est bien, mais on n'a pas encore trouvé réellement, en fait, le poste où Marcus Thuram va aller chercher le maximum. Peut-il jouer en pointe pendant toute une saison sans avoir un deuxième attaquant aussi prolifique que Lautaro Martinez? Je ne sais pas. C'est la question que moi je me pose. Est-ce que je peux laisser Marcus Thuram tout seul en attaque avec un système de jeu où les gars vont jouer pour lui et c'est lui qui va avoir ce rôle-là de marquer? Est-ce que le fait de ne pas jouer avec Lautaro Martinez n'enlève pas une certaine pression sur son dos, ce qui fait que de temps en temps, il fait un peu le fainéant? C'est-à-dire que il y a des petits trucs qui font que moi, Marcus, de temps en temps, j'ai envie de dire, ouais, tu peux mieux faire. Tu dois mieux faire, tu vois. Mais c'est pas mauvais, c'est excellent d'ailleurs en passant. Hein, me claquer 14 buts en Serie A, 17 buts, toutes compétitions confondues, en étant deuxième attaquant de l'équipe où l'attaquant principal, c'est le capitaine. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que je te mettrais devant Harry Kane? Personnellement, moi, non. Est-ce que je te mettrais même devant Mbappé? Toi, t'es courageux, hein, c'est Thuram, t'as mis devant Mbappé. Mais non, mais parce qu'on n'est pas en train de juger sur le niveau intrinsèque. On est en train de juger sur la saison 24-25. Non, mais rappelons-le quand même, s'il y a des gens qui ont envie de s'insurger sur... On est en train d'analyser la saison 24-25. 24-25, je suis d'accord. Tout le but de cet exercice. Et quand on évalue une saison, les accomplissements collectifs qui ont été permis sont importants. Où est-ce qu'on rank les différents accomplissements collectifs? Ça, c'est une discussion. On n'est pas obligé de mettre au même niveau chacun une finale de Champions avec l'Inter. Peut-être certains vont dire, il vaut mieux gagner un titre, un trophée, peu importe ce que c'est, que une finale de Champions avec l'Inter. Ou alors, certains vont me dire, il vaut mieux marquer 31 buts en Liga et n'avoir gagné aucun titre majeur et avoir perdu les 4 classicos, mais t'as fait tes stats et t'as montré que t'avais de la qualité qui débordait offensivement, t'es juste un monstre absolu, alors que Thuram, on peut pas dire que c'est un monstre absolu, que c'est un phénomène, que c'est un crack, non, mais est-ce que ce qu'il a permis à son équipe de réaliser, en étant complet, en étant sur toutes les phases du jeu, en étant un joueur de pression phénoménal parce que cet Inter doit l'être, en étant un joueur de déviation phénoménal parce que cet Inter l'a été, sur les petits ballons par-dessus de Jan Sommer, que Marcus Thuram dévie, le jeu de déviation avec Lautaro Martinez, en ayant trouvé son poste, le poste de Marcus Thuram, et là on l'a vu un peu avec l'équipe de France, ailier gauche, il peut dépanner, seule pointe, c'est ok, mais bof. Non, le poste de Marcus Thuram, deuxième attaquant à deux, d'une attaque à deux. Et dans cet Inter, c'était la position parfaite. C'était le meilleur rôle de Marcus Thuram. Et c'est
Et c'est ça qu'on évalue. On n'évalue pas s'il est capable de faire d'autres choses, etc. On est en train d'évaluer ce qu'il a accompli en 24-25. Et ce qu'il a accompli dans ce rôle-là. Et encore une fois, moi, j'ai du mal. Parce que tu sais, j'allais te pousser en te demandant, est-ce qu'il fait intrinsèquement une meilleure saison que Lukaku? Tu vois. Genre, tu regardes la saison de Lukaku, qui est pas incroyable, hein, mais il claque ses buts, il a ses passes décisives. Si tu regardes la saison du Napoli avec Lukaku, tu regardes la saison, là, oublions l'aspect Europe. Concentrons-nous juste sur la Serie A. Est-ce que Marcus Thuram fait une meilleure saison que Lukaku? C'est que Marcus Thuram, il a des moments qui sont restés dans la tête des gens, en fait. Mais ça, c'est important. Et c'est ça qui fait en fait, pour moi, c'est ça qui fait le petit plus tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'on est en train d'avoir une discussion. C'est ça le kiff de réfléchir. D'ailleurs, je dois dire, c'est pour ça que le Ballon d'Or est le plus utile. Parce qu'à la fin, les trucs, les machins. Mais ce qui est le plus important avec le Ballon d'Or, c'est les conversations que ça nous permet d'avoir. C'est genre, je pense, pour tout le monde, le truc qui permet le plus de s'interroger sur les grands joueurs, leur qualité, leur rôle dans une équipe, la différence entre qualité individuelle et qualité collective, ou le lien entre qualité individuelle et qualité collective. Genre, c'est génial, c'est notre dissertation chaque année, et pour ça, c'est trop cool. Pour ça, c'est ce qui est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'on valorise? Bah, en vrai, c'est une discussion, c'est une conversation, et je pense effectivement que moi, dans mes biais, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, dans quelque chose que je pèse plus fort, plus lourd, c'est les grands moments de lumière qui interviennent tard dans la saison et en Champions. Si tu as ça, tu marques des points. Et Marcus Thuram, encore une fois, son quart de finale, sa demi-finale, il est un maillon clé dans le fait que l'Inter aille en finale de Champions. Et pour amener l'Inter en finale de Champions, le fait que l'Inter aille en finale de Champions, avec un gros parcours, ils ont sorti des grosses équipes, ils ont sorti le Bayern, sorti le Barça, c'est un gros parcours de l'Inter, et Thuram, il a été critique là-dessus. Typiquement, Thuram fait une meilleure Champions, pour moi, que Kane, malgré le fait qu'il marque que 4 buts. Ça, je suis d'accord. Kane en marque 11, ouais. Thuram fait une meilleure Champions, genre, ça me semble assez incontestable. Ouais, et du coup, pourquoi ne pas le mettre plus haut que Kane? Est-ce qu'on va plus valoriser le fait que Kane encore une fois, en fait, le truc qui peut être problématique parfois, c'est de dévaloriser d'autres joueurs. Tu vois, là j'allais typique partir dans un truc de dévalorisation en mode, est-ce qu'on juge mieux ça que le triplé d'Harry Kane contre Bochum et tout? Mais non, j'ai pas envie d'aller là. Il n'y a pas de raison de dégrader les performances d'autres joueurs. Ce que Kane a fait, c'est incroyable. Rappelons l'exercice. Sortir que 5 attaquants dans le foot mon gars. En 24-25, c'est un peu difficile. C'est compliqué. C'est pas très facile. Donc, vas-y, tu sais quoi, je vais rester sur mon Marcus Thuram troisième. C'est cohérent avec mes critères, on va dire. Garde, moi je suis d'accord. De lumière dans les moments clés de la saison. Mais tu as bâti un argument pour Harry Kane qui est aussi très très convaincant. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter même rapidement sur Harry Kane de dire, ça c'est pour tous ces nouveaux jeunes-là, je suis en train de revoir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a allumé un peu l'esprit, la patience. La patience et la résilience n'est pas quelque chose que tous les jeunes ont aujourd'hui dans le monde du football. Donc, major respect pour Harry Kane parce que sa vie commence réellement il y a 12 ans, tu vois. C'est il y a 12 ans. Attends, quoi? Harry Kane a 12 ans? C'est ça. Sa vie a commencé il y a 12 ans. Il y en avait 32, j'en sais. Saison 2013-2014. Même là, on peut dire que c'est pas grave. C'est vraiment saison 2014-2015, en fait. Donc, sa vie a commencé il y a 10 ans. Donc, c'est à 22 ans qu'Harry Kane, vraiment, il explose au truc avec 31 buts, toutes compétitions confondues en 51 matchs. Ce qui était quand même assez incroyable. Avant ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 saisons, en fait. C'est 6 saisons avant les 22 ans. Donc, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De 16 ans à 22 ans, il a bourlingué. Franchement, il a bourlingué. Il y a des mecs qui, de 16 ans à 22 ans, mentalement, ils peuvent tomber en dépression. C'est-à-dire que tu laisses tomber, t'en as marre, tu comprends pas. Est-ce que réellement t'es fort? Est-ce que t'as les moyens? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu peux tu vois, il y a plein de choses qui peuvent passer dans ta tête. Parce que, Leyton Orient, Tottenham, il revient en prêt, ça marche pas. On le renvoie. Millwall, une saison. Il revient, il revient, on l'envoie à Norwich, ça marche pas. De Norwich, on l'envoie à Leicester, ça marche pas. Machin, il revient à Tottenham, c'est vraiment 2014-2015 qu'on voit le plein potentiel de Harry Kane et il explose. Donc, ces 6 années-là, quand même, mentalement parlant, c'était fort et aujourd'hui, ça se voit encore une fois dans l'évolution. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a des boys qui, toute leur vie, ne connaîtront jamais
la deuxième division, la troisième division. Il y a des gars, ils vont juste jouer en équipe A. En fait, ils sont passés du centre de formation à l'équipe A et puis c'est terminé, en fait. Ils connaîtront jamais les vrais moments de galère. Et Harry Kane, il a connu ça. Donc, major respect, je voulais juste ajouter ce petit point-là par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ça me semble... écoute, on a les pièces qui étaient dures à placer. Est-ce qu'on est d'accord sur le top 2 et est-ce que là, ça devient plus facile? Je sais pas. En tout cas, moi, Mbappé, déjà, il est troisième chez moi. Juste pour Cassou. Oui, c'est vrai. Moi, c'était mon troisième. Donc, moi, c'est Mbappé, mon troisième. Donc, j'avais Alvarez, Kane, Kylian Mbappé. Donc Kane, Mbappé, ok. C'est ça. Mon deuxième, c'est un bandit, il a pas encore joué jusqu'à présent. Je sais pas, mec, c'est le Somalien des Somaliens. Je pense qu'il y a il y a pas un Somalien plus dangereux que lui. Je pense qu'il est Somalien, non, il me semble d'origine. C'est Isaac. C'est Alexander Isaac. C'est mon deuxième. Ah ouais. T'as mis Isaac sur la saison 24-25? J'ai mis sur la saison passée. Moi, j'ai mis Alexander Isaac, le deuxième meilleur attaquant au monde. Et non, je crois qu'il est érythréen, si je dis pas de bêtises. Érythréen, pardon, Érythrée. C'est l'Érythréen des Érythréens. Peut-être le premier Érythréen qui a percé en dehors de l'athlétisme. Franchement, dans l'histoire de l'Érythrée. C'est Alexander Isaac. Une saison incroyable en Première Ligue. Moi, je discute même pas avec les gens, là. Isaac a été, il faut demander à Liverpool en finale de Cup. Faut que Eddie Howe, il vienne et il le remercie parce que Newcastle, à un moment donné, on pensait que c'était cramé, c'était compliqué, que la saison allait partir en couille. Heureusement qu'il était là pour se gérer. Il a fini, comment ça s'appelle? Il a fini avec combien de buts en Première Ligue? Je pense 21 ou 22 buts en Première Ligue. 23. 23 buts en Première Ligue. Pour moi, il a tout simplement été sensationnel. C'est-à-dire que j'ai vu les matchs de Newcastle pour étant quelqu'un qui regarde en plus la Première Ligue à chaque week-end. Gros match, petit match, je m'amuse toujours à aller voir parce que je trouve ça super intéressant. C'est mon championnat. Mais il a tout simplement été incroyable. Je pense pas qu'il y avait meilleur que lui la saison passée. Donc j'ai hâte de voir toi en fait. C'est qui? Peut-être qu'on a le même premier, ça, il n'y a pas de problème. Mais on a définitivement pas le même top 2. Et pour moi, attends. Isaac, il mérite et je mets Isaac devant tous les autres. Hein. Je mets Isaac devant Haaland, je mets Isaac devant Thuram, je mets Isaac devant Gyökeres, je mets Isaac devant tous les autres que j'ai nommés. Je mets Alexander Isaac devant lui. Franchement. Attends, donc t'as pas mis Lautaro Martinez? J'ai pas mis Lautaro Martinez, non. Dans mon top 5. Et j'assume. J'ai pas mis Lautaro. J'ai pas mis Lautaro. Pourquoi je vais mettre Lautaro? Donne-moi des arguments pour Lautaro. 9 buts en Champions, essentiel contre le Bayern et le Barça en quart de finale, demi-finale. Capitaine de l'Inter qui va en finale de Champions. Je suis d'accord. Et sa finale? On en reparle de la méthode de Lautaro. Mais après, et la finale de Champions d'Alex Isak, elle a donné quoi? Non mais Isaac, il a joué une finale là. Isaac, il a une ça c'est vrai. Ça c'est vrai. D'ailleurs, tu l'as pas dit. Il a une finale à jouer. Il a traumatisé Liverpool quand même, franchement. Ah ça c'est vrai. Je veux dire... Est-ce que tu trouves du coup que le fait qu'Isaac soit pas nominé Ballon d'Or, c'est un scandale cette année? Moi, je pense qu'il aurait mérité d'être dans la liste des. Bah oui, apparemment, tu penses, si c'est le deuxième meilleur neuf de la saison. Non, c'est vrai que j'avais même pas fait attention. En fait, tu vois, des fois, tu fais pas attention. Mais ouais, par rapport aux autres attaquants qui étaient là dans la liste, je pense que Isaac aurait mérité d'être là. Je pense qu'Isaac a vraiment été underrated la saison passée. Je sais pas pourquoi, en fait, les gens, peut-être parce que les gens ne regardent pas forcément certains matchs de Newcastle, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir, mais il a tout simplement, pour moi, il a été trop dangereux, en fait. Il a été trop fort. Isaac, c'est un attaquant complet. Isaac, c'est un boy, Isaac, il sait tout faire. En fait, Isaac, il sait tout faire. Isaac, il te dribble. Isaac, il s'arrête. Sur le talent pur, moi aussi, je pense que je préfère ajouter Isaac dans mon équipe que Lautaro Martinez. Hein. Mais sur la saison 24-25, sur la saison ok, il y a une Carabao Cup, c'est cool. Mais mon gars, Isaac est décisif à chaque match, en fait, sur la saison 24-25, franchement. Isaac, attends, je commence par le bas. Commence par les derniers matchs. Back to back, hein, en fait, tu vois. Buteur face à Brighton, buteur face à Ipswich, buteur face à Crystal Palace, passeur décisif face à Manchester United, buteur face à Brentford. Il va en sélection nationale, il joue l'Irlande du Nord, il met un but, une passe D. Il joue Liverpool. Mais arrête. Attends, mais range ton téléphone, Stan. Range-moi ce portable tout de suite. Wilou, là, le sorcier. J'étais là en train de dire, Isaac, victoire face à Nottingham Si tu me reparles Forest. de l'Irlande du Nord, il va falloir ranger ce portable immédiatement, Stan.
Parce que moi, je peux te faire aussi Lautaro Martinez, buteur contre le Bayern à l'aller, buteur contre le Bayern au retour, buteur et passeur décisif contre le Barça en demi-finale, retour de Champions. C'est pas mal ça, 9 buts en Champions, c'est pas mal ça, non? C'est pas mal, c'est très respectable, c'est très respectable. Donc toi tu me mets donc toi dans ton top 3 des attaquants au monde de l'année passée, tu me mets Marcus Thuram et Lautaro Martinez. C'est que toi vu toi fait, franchement, toi je sais pas si tu te souviens, mais la finale de Champions, c'était PSG Inter en 2025 et j'ai les 3 avant-centres de la finale dans mon top 3. Ça me semble pas le truc le plus choquant du monde. C'est pas j'avoue que vu comme ça, ça se voit. Juste que c'est un Lautaro Martinez, ça son travail de malade mental à la pression, il était comme un dératé. Son leadership avec le brassard, à un moment, quand l'Inter s'est qualifié pour la finale de Champions, je sais pas si tu as vu comment les bookmakers ont évolué, mais Lautaro Martinez Ballon d'Or, il en était pas loin. Si l'Inter gagne la finale, bon, maintenant l'Inter semble être un monde d'avoir gagné cette finale parce qu'ils ont totalement raté leur match, ils sont totalement passés à côté de leur match. Mais Lautaro Martinez Ballon d'Or, ça devenait il est rentré dans le classement en mode top 4, top 3, ça dépend de comment la finale va tourner, etc. Et ouais, normal, parce que c'était... Yeah, fair enough. Bah, j'ai dit, fair enough, franchement, let's agree c'est to lui qui aurait disagree. soulevé la Champions. Let's agree to disagree. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, Lautaro, c'est un top attaquant. D'ailleurs, Lautaro. Non, c'est pas Lotakos. Je pense que j'ai la dalle là. Si jamais il signe à l'OL, on pourra l'appeler Lotakos Martinez. Mais jusqu'à là. Ou alors s'il prend 20 kilos comme Eden Hazard fin de carrière, tu vois. Là, tu peux l'appeler Lotakos. Mais jusque-là, Stan, je te demanderais de l'appeler par son prénom, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, faut qu'on le respecte, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pas la première année, même l'année passée, voilà. Toujours dans les discussions du Ballon d'Or, toujours nominé d'ailleurs. Hein. Ça fait quoi, 2 ou 3 ans qu'il est constamment j'ai envie de dire même dans le top 10, hein, il me semble, Lautaro, tout le temps là, en fait, à la cérémonie, au premier rang. Mais n'empêche que non. Moi, si je devais, non. N'empêche que je reste sur mon choix. Donc tu l'as pas mis dans ton top 5, Lautaro Martinez? Non, j'ai pas mis Lautaro dans mon ni top Lautaro, 5. ni Marcus Thuram. Ni Marcus Thuram. Tous les deux, je les ai pas mis dans mon top 5. Pour moi, il y avait tu vois, l'Inter de la saison passée, on a eu l'occasion, dans les classements qu'on a eu à faire du Ballon d'Or, de plébisciter Sommer, Bastoni, Dumfries, comment il s'appelle, Çalhanoğlu. Ouais, moi, après, c'est vrai que c'est des gars qui sont pertinents aussi, mais... Non, ce qui est sûr, là où je te rejoins, ça se joue pas à grand chose, quoi. J'avoue que non, moi, je suis d'accord avec toi, hein, je peux comprendre. Fallait en choisir 5 anyway, donc fallait qu'il y en ait qui tombent. Peut-être j'aurais pu en mettre un des deux, mais même là, encore une fois, quand je regarde les gars, je regarde la saison, je sais pas. Mon feeling, mais c'est ça qui est intéressant et je trouve que c'est vraiment cristallisé dans cette discussion sur les numéros 9. C'est ça qui est cool parce que ce que je disais en intro sur à quel point c'est l'importance des stats, mais aussi le Ballon d'Or, ça nous permet de réfléchir sur rôle individuel et collectif, etc. À l'évidence, le parti pris, l'angle que tu as choisi, il récompense vachement les accomplissements individuels, les volumes statistiques énormes, les performances type finir Pichichi, finir avec plus de 20 buts en première ligue en étant une menace dans absolument tous tes matchs. Et en plus, pour moi, la saison d'Alexis Isak, le fait que Newcastle prenne un titre pour la première fois depuis des décennies et des décennies, je le valorise en vrai. Genre, un peu comme j'ai régulièrement mentionné dans mes listes complémentaires, Crystal Palace, je parlais de Eze, j'ai parlé, je pense à un moment, comment il s'appelle le gardien Dean Henderson quand on faisait la liste complémentaire qui avait stoppé un penalty en finale du FA Cup, etc. Donc c'est quelque chose que je valorise et je pense que tu as un peu plus que moi valorisé la qualité absolue et fondamentale du joueur et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord. Genre mec, Isak, oui bien sûr, genre c'est logique qu'il parte pour 140 millions au mercato, que ça devienne le 3e ou 4e joueur le plus cher de l'histoire. Kane, son parcours est sensationnel, etc. Et moi j'ai été un petit peu plus axé sur 24-25, vraiment genre ce qui est arrivé avant, ce qui arrive après,
ça n'existe pas. Genre, c'est vraiment cette saison et que cette saison, et on comprime le regard autour de cette saison. Et en ce sens, pour moi, quand je penserai 24-25, et peut-être je suis un peu trop habitué à réfléchir Champions aussi, mais dans 10 ans, quand je penserai 24-25, je me souviendrai de la finale de Champions, je me souviendrai de la Champions, en fait. Première chose qui me viendra, c'est la Champions, et je me souviendrai de cette Inter-là. Et peut-être, je sais pas, j'ai passé beaucoup de temps sur cette Inter, à regarder cette Inter, j'ai beaucoup décortiqué le jeu de Thuram Lautaro, c'est des images qui me sont plus restées en tête, et à la fin, cet exercice aussi, il est intéressant parce que c'est beaucoup qu'est-ce qui te reste en tête à la fin, quelles sont les images qui ont brûlé la rétine, quelles sont les images que tu n'arrives pas à oublier, etc. Ça compte beaucoup, tout le temps, et du coup... moi, ça me va de agree to disagree. C'est pour ça qu'on a ces conversations. C'est kiffant. Je pense qu'on va agree, par contre, sur la première place. Oui, la première place, il n'y a rien à dire. Normalement, il se peut que à la première place, je trouve que Chris Wood, la saison qu'il a fait à Nottingham... Ah, voilà, il se dit, deux doigts de mettre Merino, deux doigts de mettre Matteo Retegui, capocannonière avec l'Atalanta, 25 buts. Quelque chose qui n'est pas arrivé d'ailleurs, juste au passage, un joueur de l'Atalanta qui finit meilleur buteur, c'est arrivé une seule autre fois dans l'histoire de la Serie A. Est-ce que tu l'as? Ça devait être Papou Gomez? Non, c'était bien Illich avant. Ah non, non, mec, c'est pas cette époque-là. Moi aussi, j'aurais pensé, ça aurait pu, ouais, c'était des bons guesses. Ah ouais. Mais non, c'était Pippo Inzaghi. En 1997, on pense toujours Inzaghi de l'AC Milan qui marque 17 buts et 10 en Champions en 2002-2003 où il fait en vrai une meilleure saison que Shevchenko, c'est genre, même lui le meilleur avant-centre des deux sur cette saison-là, etc. Mais la seule fois de sa carrière qu'il a dépassé les 20 buts en Serie A, Inzaghi, c'était en 96-97, 24. Et donc Retegui a lui aussi été meilleur buteur d'Italie avant de partir en Arabie Saoudite. C'est ça que j'allais dire. Lui, il était juste venu pour augmenter le salaire. Il est venu jouer un an dans le pays de la Hesse. Il a augmenté le salaire, il est parti. C'est ça, exactement. De Bergame à Al-Qasdia ou je sais pas. Al-Qasdia, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais donc, effectivement, à la première place, roulement de tambour, notre ami Ousmane Dembélé, tout à fait, dont le repositionnement tactique est l'histoire H majuscule de la saison. C'est ça, le PSG qui gagne la première Champions de son histoire parce que beaucoup de choses, mais parce que aussi Ousmane Dembélé est devenu un neuf, est devenu un avant-centre, et un avant-centre très particulier, un avant-centre très moderne, un avant-centre qui va marquer l'histoire de cette compétition et l'histoire du foot. Dembélé 24-25, ce sera une carte collector, ce sera quelque chose de très très spécial qu'on a vécu, parce que sa transformation... Attends, il faut que je revérifie les stats parce qu'il me semble, moi je trouve que Dembélé, les stats, on s'en fout. Genre, c'est clairement pas du tout l'histoire de sa saison. Mais il y a quand même une stat qui est pas mal, c'est que la saison d'avant, 23-24, il avait marqué 3 buts en Ligue 1. La saison 24-25, il en a mis 21. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui passent de 3 à 21 sans qu'il y ait de blessures. Il n'y a que 200 minutes en plus, 200 minutes de différence entre les deux saisons. Ce repositionnement en neuf, il a apporté des buts, et il a apporté des buts importants. Il a apporté des buts contre Arsenal, par exemple, but critique pour ouvrir cette demi-finale de Champions. Il a apporté des buts majeurs dans cette compétition, à Anfield. Et l'homme de ce huitième de finale retour à Anfield marque le seul but de ce match, amène le match au tir au but, et même en finale contre l'Inter, il n'a pas marqué, mais il donne 2 passes décisives. Donc les stats, elles sont là pour Dembélé, mais l'image de Dembélé, l'histoire de Dembélé, et honnêtement l'histoire de 24-25 pour moi, c'est la pression, c'est l'attaquant moderne, c'est l'inverse de Mbappé, c'est le symétrique inverse, et c'est d'ailleurs assez poétique. Mbappé part, il est remplacé par Dembélé sur sa position. C'est le symétrique inverse. Et cette équipe est moderne. Cette équipe gagne la Champions. Ça pourrait être écrit par un poète grec il y a 3000 ans. Il y a un truc vraiment mythologique dans ça, ouais. Et comme une histoire, comme une fable de La Fontaine, un peu. Et c'est fort. Non, c'est mythologique. C'est même un peu mystique, tu vois.
C'est Ouais, Ousmane. quand tu vois ses yeux là sur la pression face à Zomer, T'as l'impression que le gars, il est possédé, en fait, lui. En fait, lui, il est rentré sur le terrain. En fait, lui, et puis, il est fou, quoi, parce que, tu sais, il y a des joueurs comme ça. Moi, c'est ça que je trouve beau dans le football, c'est que c'est jamais prévisible. Même pas il y a quelques années. En début de saison, on nous dit que c'est ce que je disais à un boy là, de la dernière fois. J'étais chez le coiffeur, je discutais avec le coiffeur et tout, et je lui disais, il me dit, ouais, Ousmane Ballon d'Or, ça. Je lui dis, ouais, sûrement. Je lui dis, sûrement Ousmane Ballon d'Or, tu vois, et tout. Et on va voir comment ils vont voter. Mais je lui disais, tu sais, Ousmane Ballon d'Or, c'est comme s'il a un début de saison, tout de suite là. Je te disais que Jadon Sancho va faire la saison de sa vie à Aston Villa, qui va claquer 40 buts, que Villa va gagner l'Europa League. Je sais pas. En fait, c'est-à-dire que il y a des trucs que nous tous, on peut même pas imaginer. C'est-à-dire que... T'as raison, c'est bien de revenir là-dessus. Non, il faut essayer de comprendre Dembélé, d'où il vient, en fait. Est-ce que l'année passée, au mois d'août, à la même période, en septembre de l'année passée, si on t'arrête comme ça, on te dit, yeah, Ousmane, Voilà, tu sais que dans 8 mois, il va être Ballon d'Or. Très intéressant. Tu vas croire. Tu vas dire, non, mais arrête. On va dire, arrête. Donc, c'est quoi? Ou bien même Rashford. On dit que Rashford, il va au Barça, là. Il fait une plus grande saison que tous les gars. C'est que les Yamal, que les machins, que tout ça, là. Il met les points sur les i. Il gagne la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Il gagne. Arrête. Franchement, il faut pas être dans l'utopie. T'as raison, c'est il gagnera pas le Ballon d'Or. C'est ça, Ousmane. C'est ça. C'est pour cela que moi, Ousmane, je dis, c'est vraiment, c'est son histoire. C'est son histoire et l'histoire, elle est belle. Et la carrière, et s'il gagne ce Ballon d'Or là, ben, ce sera juste la cerise sur le gâteau parce que la carrière sera encore d'autant plus belle parce que c'est une carrière qui n'a pas été scriptée. La plupart des carrières, des fois, elles sont déjà scriptées dès le début, tu vois. Kylian Mbappé, dès le début, on savait qu'il allait faire une carrière incroyable. Peut-être qu'on n'avait pas calculé qu'il allait pas encore gagner de Ligue des Champions, mais vu qu'il était à Paris, c'était prévisible qu'il allait pas gagner. C'est pas encore terminé, on va voir. Yamal, dès les premières secondes, on a vu. Donc, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui, on sait que la carrière elle est plus ou moins scriptée. Léo Messi, à un moment donné, après un Ballon d'Or, on savait que ce mec-là, il est incroyable, qu'il va être dur à arrêter, tu vois. Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Mais des Dembélé, c'est des surprises. C'est des surprises. Et ça, on peut pas l'enlever. Dembouz, c'est une surprise. Et c'est tout à son honneur. Et je pense que des histoires comme Dembélé, le football en a besoin parce que ça donne espoir à tout le monde, en fait. On peut tous le faire. Si Ousmane, il l'a fait, on peut tous le faire, tu vois. Peut-être pas nous, parce que nous, c'est pas Ballon d'Or. Peut-être pas Ballon d'Or. Voilà. Mais... Peut-être pas, voilà, c'est dommage. En tout cas, pour moi, c'est un peu tard. Tu sais, j'ai quasiment l'âge d'Harry Kane, là. Donc, certes, lui, sa vie a commencé il y a 10 ans. Mais moi, il va falloir que je m'emploie, là, si je veux aller à Millwall. Même à Millwall ou à Leyton Orient. Ça va être compliqué, écoute, tu vois. Je vais arrêter le call, là, tout de suite, parce que je vais aller au terrain d'entraînement un peu. L'histoire de Dembélé, elle est spéciale. Elle est une histoire moderne. C'est un mec qui s'est mis à la page du foot moderne. Et c'est un mec qui a aussi totalement transformé sa réputation. On parle de combien de minutos tarde, combien de parties de FIFA jouées en pleine nuit, combien de burgers mangés. Et le switch de ça à le joueur offensif le plus moderne par sa débauche d'énergie, par son sens du sacrifice, tout en conservant la qualité qui fait Ousmane Dembélé. Parfois, je vois passer des tweets absurdes. J'essaye d'aller genre 5 minutes par semaine sur cette plateforme atroce. Mais parfois, Twitter, ils veulent quand même te mettre sur l'onglet Things you might like ou genre les tweets qui peut-être t'intéresseraient et tout. Je suis là genre non, arrête de me montrer cette toxicité. Mais on me montre quand même en premier tweet, pour me faire réagir, si Ousmane Dembélé gagne le Ballon d'Or, il sera le Ballon d'Or le plus faible depuis combien de temps? Blabla. Mec, come on. Ousmane Dembélé en 2024-2025, c'est quoi? D'habitude, je te dis 90e centième, machin. Là, je vais juste te dire toutes les catégories où il est top 1% en Europe. Il est top 1% en Europe en passe décisive. Il est top 1% en Europe en tir. Il est top 1% en Europe en action qui amène à un tir. Il est top 1% en Europe en passe progressive. Il est top 1% en Europe en possession progressive. Il est top 1% en Europe en passe progressive reçue. Tout en étant dans le premier tiers d'Europe en interception. Tout ça, tout ce volume offensif, tout en étant un joueur qui est actif sans ballon. Et plus qu'actif, qui est un des meilleurs joueurs de pression du foot mondial. Ça, c'était la saison 2024-2025 d'Ousmane Dembélé. Merci. Au revoir. C'est fini. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a absolument rien à rajouter.
Je lui souhaite juste de reproduire la même chose encore cette année. C'est tout, en fait. Faut qu'il le fasse 2 fois d'affilée. Maintenant, là, il y a une petite blessure et tout cela, on peut remercier votre coach en équipe nationale. Je sais pas, peut-être c'est un Marseillais, hein. Dans tous les cas, c'est un Marseillais, lui. Donc, ça, c'est un Marseillais, ça, c'est sûr. À 2 journées, peut-être, ça, c'est sûr. À 2 journées du match Paris-Marseille, il a décidé d'envoyer tous les Parisiens à l'infirmerie. Donc, ça, c'est autre chose. C'est le premier à avoir soulevé la Ligue des Champions pour un club français. C'était pas Marquinhos, hein. Effectivement, tu vois, mais effectivement, c'était la génération des tontons là-bas, et pas les Eric Dimeco dans cette équipe-là aussi, et puis tout cela, c'est une équipe de bouchers, vraiment une équipe de bouchers. Donc non, franchement, Dembélé, incroyable. J'espère qu'il va revenir de sa blessure rapidement, qu'il va faire une grosse saison. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, et qu'en équipe de France aussi, Deschamps va réussir à le mettre dans les meilleures conditions, parce que ce Ousmane-là, en numéro 9, en pointe, non seulement il est décisif dans les derniers mètres, ça on l'a vu. Je pense que le fait de ne pas venir de loin, de ne pas avoir à fournir les mêmes efforts, c'est-à-dire qu'avant il courait avec le ballon, maintenant il court beaucoup sans ballon et il finit beaucoup d'actions. C'est peut-être mieux en fait, tu vois. Avant, Ousmane, c'était un porteur de ballon. Il pouvait être bas sur le terrain, prendre la balle, accélérer, courir, tu le jettes en profondeur, tout ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il est à la finition, mais sans ballon, il réussit vraiment à mettre ces efforts-là pour traumatiser les défenseurs, traumatiser les gardiens. Il a fatigué Yann Sommer dans ce match-là face à l'Inter en finale. Franchement, c'est un très bon joueur. Bravo à lui. Il n'y a rien à dire. Donc, meilleur attaquant de la saison. Encore une fois, si on m'avait dit ça en septembre, c'est pour ça que j'ai hâte de voir la saison va se passer comment, parce que c'est ça la beauté en fait. Je sais pas. Et il est passé d'un rattaquant à un mec qui a surperformé ses expected goals, qui est devenu bon à la finition, genre meilleur que la moyenne. Non, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc c'était pas prévu ça. C'était vraiment pas prévu. Non, comme je dis, c'était pas scripté. C'est ça la beauté du foot. Ça c'est incroyable. Chaque saison on se branche sur cette magnifique série télé qu'est le foot, parce que personne peut dire ce qu'on va avoir, personne peut dire comment ça va finir. C'est incroyable. Non, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. À chaque fois, on me dit, ouais, tu sais, les gens qui n'arrêtent pas trop le foot sont comme, mais c'est pas fatigué, vous, chaque année, de recommencer la même chose. Je dis non, on n'est pas fatigué, en fait, parce qu'on sait pas comment ça va se terminer. Quelle même chose. On sait pas comment ça va se terminer, l'affaire, tu vois. On sait pas du tout. On sait pas qui va gagner la Ligue des Champions cette année. On sait pas qui va être champion d'Angleterre, qui va être champion d'Espagne, comment va se passer les matchs de Supercoupe, les Classico, machin. Donc, c'est magnifique. Donc, félicitations à Ousmane Dembélé. Les buts, les passes D, le leadership. Cette année, ça a été le meilleur. Tu l'as dit, top 1% partout. Pour moi, c'est le numéro uno. Donc, bravo à lui. Mais quand même, Gyökeres a marqué 54 buts, toutes compétitions confondues, au Portugal. Donc, peut-être. Franchement, je m'en fous de ces 54 buts de Gyökeres. Gyökeres, il a intérêt à claquer 30 buts cette saison en première ligue. Tu me parles de 54 buts au Portugal. La dernière fois, on est là face à Liverpool, j'ai eu mal à la tête. Je dis non. Gyökeres, il a intérêt à se gérer. Je veux que la même vidéo l'année prochaine, je puisse avoir un plaidoyer Gyökeres meilleur attaquant au monde. Tu vois. Ça, moi, j'ai besoin. 5, ouais. Voilà, j'ai besoin de cela. Je sais pas, les Suédois. J'ai vu qu'ils sont fait taper par le Kosovo, là. Absolument, 2-0, ils sont fait éclater. Ils avaient fait match nul contre la Slovénie juste avant. Ils sont très mal partis pour la qualif, hein. Genre très très mal partis. Ils sont mal partis, hein. Ah, ils sont mal barrés. Ouais, alors qu'ils ont Isak, ils ont Bergvall, ils ont Kulusevski quand il reviendra de blessure, ils ont Gyökeres, ils ont du beau monde, franchement. Les Elanga, les machins, il y a que des Suédois. Elanga, Hugo Larsson. Isaac Yen, le défenseur de l'Atalanta et tout, franchement, non, ils ont un entraîneur danois, tu sais, Jandal Thomasson, l'ancien de l'AC Milan. John Thomasson, je me rappelle de lui. Il est en mission sabotage, je crois. il veut couler la Suède. Non, parce que là, en plus, ça va se jouer rapidement, là, ces prochaines trêves internationales. 2 matchs, novembre, 2 matchs. Ça va aller vite, là. Vous jouez toutes vos qualifications en 3 trêves. Et ils ont joué Slovénie et Kosovo. Donc ça veut dire qu'ils ont même pas joué la meilleure équipe du groupe. C'est la Suisse. La Suisse qui a gagné ces 2 matchs. Et eux, ils ont pas bégayé. Ils ont battu 3-0 et 4-0 Slovénie et Kosovo. Donc la Suède va devoir faire. Et tu sais, c'est que le premier qui va direct dans nos groupes là. C'est comme vous en Afrique, c'est que le premier qui va direct à la Coupe du Monde. C'est le premier. Le deuxième, c'est des ensuite, barrages de fou là. Ça va être des barrages de malades.
Ouais. Ça va être des barrages de malades. Bon, en tout cas, on va suivre. En tout cas, on va voir. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Écoutez voilà. Les amis, c'était pas mal. Je pense 1h20, ça suffira pour parler des meilleurs avant-centres de 2024-2025. J'ai hâte de voir les réactions. Je pense que ça va être très mesuré, très calme et pris avec beaucoup de mesures. Ouais, ça va être un régal. Mais moi, j'ai vraiment adoré. C'était trop kiffant de retrouver notre format, nos vidéos. Merci Stan d'avoir été là. Merci d'avoir apporté toute ta lumière sur ce classement des meilleurs avant-centres de la planète en 24-25. Rendez-vous la saison prochaine. On le refera. On verra ce qui a changé. Ça va être pas mal. Rendez-vous très vite pour plein de vidéos. Bientôt, on aura fini cette série Ballon d'Or aussi. Maintenant, on va s'attaquer aux ailiers. On va boucler par les ailiers. Et après, j'imagine, on va pouvoir faire des petites drafts. On va pouvoir revenir sur des sujets sympas. D'ici là, les amis, merci. Abonnez-vous à la chaîne de Stan. Allez voir sa vidéo pour voir ce qu'on a dit sur les numéros 10 et quelques choix très controversés également. Prenez soin de vous surtout. Et on se dit à très vite. Bisous.